Merci de votre présence. Donc, pour cet atelier, on va parler de contenu utile. Donc, je suis en compagnie de Clémence, qui est rédactrice chez Develink, et de Marc, le fondateur, qui animera d'ailleurs une conférence demain sur les grands médias et la visibilité qu'on peut avoir au sein des grands médias et comment y accéder. Donc, cet atelier sera dédié donc, au contenu utile, un mode d'emploi, comment optimiser son contenu, qu'est-ce que veut dire utile, comment aussi le contrôler. Donc pour Google, on sait qu'un contenu il doit être pertinent et qu'il doit être utile. Sauf que bon, ces données-là, elles sont un peu floues. On ne sait pas vraiment ce que veut dire pertinent, on ne sait pas vraiment ce que veut dire utile. On fait un peu tous au mieux et du mieux qu'on peut, du moins. Pour le service marketing, le contenu il doit être attractif, personnalisé et original. C'est un contenu qui doit attirer l'œil, qui doit permettre d'être personnalisé en fonction de la cible, donc de la catégorie socio-professionnelle, d'un sexe, de l'âge, de ses habitudes, et c'est un contenu qui doit être original, donc qui doit apporter une plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Le contenu il doit attirer l'œil et il doit généralement susciter une émotion. Pour les commerciaux et les chefs d'entreprise, le contenu c'est un levier de conversion, on va en parler de leads, on va parler de clients et on va vouloir que ça rapporte de l'argent très rapidement. Et enfin, pour le bon SEO, le contenu il doit être très long, il doit être dense en mots-clés, il doit utiliser un maximum de champs lexicaux autour de notre niche, il doit être le moins cher possible si c'est bien, si on y arrive. Du coup, au milieu de tout ça, on pourrait se demander, Clémence, qu'est-ce qu'un contenu utile ? Donc c'est vrai qu'on peut se demander si de poster une vidéo virale ou de rédiger un article de 4000 mots ou encore faire des fiches produits vides, si c'est vraiment utile ou non. Et on se rend compte que pour faire plaisir à tout le monde dans les grandes lignes, un contenu dans tous les cas doit transmettre une émotion et séduire le lecteur. Il doit être écrit pour un lectorat. Il doit également être vu, lu, partagé et référencé. Et il doit apporter une valeur, donc que ce soit actualiser une information ou traiter un sujet qui n'a pas encore été traité. Dans tous les cas, c'est un levier qui vous permet de faire mieux que vos concurrents, de vous différencier et de proposer des contenus uniques correspondant à votre marque. Donc, vous l'aurez compris, le contenu, pour qu'il soit utile, il doit répondre à un objectif et avoir un format adapté. Sur le web, on va définir un contenu comme une information consommable par l'internaute. Donc, pour bien cibler l'objectif du contenu, c'est important de partir de la base, donc de l'intention de recherche des internautes. On en distingue 4 types qu'on va développer. Donc le premier type d'intention de recherche, c'est la recherche navigationnelle. Donc là, on est dans le cas d'un internaute qui va rechercher un site web ou une page web précise. Donc par exemple, il va entrer carglass.fr ou nike.com et il va s'attendre à être dirigé directement sur le site web. Donc là, l'objectif pour la marque, ça sera d'être bien référencé sur son nom de marque. Car si l'internaute est renvoyé sur la SERP, il est possible qu'il ait des concurrents qui soient mis en avant avec du Google Ads par exemple, et il ne faut pas qu'il laisse cette option à l'internaute. Il faut également que la marque ait des produits et des services qui se distinguent. L'internaute n'aura pas forcément une intention d'achat en voulant visiter son site web, mais ça reste un lead à convertir, donc il faudra le convaincre de son offre et opter pour des contenus qui vont travailler donc la force de votre nom de marque, que ce soit des articles de blog, des interviews qui font intervenir des experts du secteur, des dossiers presse, des vidéos, du contenu événementiel pour montrer que votre marque elle est présente sur son marché. Ensuite, le second type de recherche, c'est la recherche commerciale. Donc là, on est sur un potentiel client qui a une intention d'achat mais ne sait pas où le réaliser. Donc par exemple, ça sera une requête du type basket Nike femme. Donc là également, la marque devra être bien positionnée sur son nom, mais également sur ses produits et services stratégiques pour rapidement donner envie à l'internaute d'aller sur son site pour acheter. Donc il faudra qu'elle couvre un maximum d'espace sur le web en global, que ce soit par rapport aux images, aux vidéos, des diffusions sur ses sites réseaux et sur les sites partenaires. Elle devra opter pour des contenus donc, qui vont allier SEO pour un bon positionnement sur la SERP et conversion avec un parcours client optimisé. Donc là, on pourra se servir de landing page qui convertissent, de fiches produits et de pages catégories qui vont rassurer l'internaute sur son offre et d'articles comparatifs et d'études de cas pour renforcer sa légitimité sur le marché. Le troisième type de recherche, ça sera la recherche transactionnelle. Donc là, on est sur un internaute qui a une recherche précise et qui est très proche de l'acte d'achat. Il veut aller vers la solution la plus pratique et avantageuse pour lui.
Donc là, il pourra taper par exemple basket Nike femme en réduction ou acheter des baskets Nike femmes à Versailles. C'est vraiment une recherche précise et l'internaute sait ce qu'il veut. Donc là, la marque est clairement dans un objectif de vente et de chiffre d'affaires, d'acquisition de clients ou de fidélisation, et elle devra proposer un tunnel de vente optimisé, intuitif, accéléré pour faciliter l'achat et chercher à augmenter le panier moyen de l'internaute. Donc là, les contenus, ça sera des contenus qui vont faire acheter, que ce soit des fiches produits détaillées qui vont convaincre de la qualité de son offre, des témoignages ou études de cas pour rassurer le prospect sur l'offre, mais également les contenus du parcours d'achat, que ce soit la page panier qui doit rapidement donner envie à l'internaute de la valider, la page de paiement qui doit transcrire un sentiment de sécurité, la page récapitulative de commande, donc sur les modalités de livraison, de renvoi, qui au final est l'optimisation de la fin du tunnel de vente, et la page de remerciement qui n'est pas à négliger, car vous pouvez y insérer des CTA pour fidéliser le client et l'inviter à revenir sur votre plateforme pour un prochain achat avec par exemple une inscription à une newsletter ou un système de points de fidélité qui gardera en tête pour ses prochains achats. Donc maintenant qu'on a tous ces contenus, c'est bien, mais comment on va les ventiler sur le web, Marc? Donc oui, effectivement, l'idée c'est quand même de savoir ce qu'on a envie de produire, quelle cible on vise, comment décrypter cette cible, la traduire en mots-clés et bien tout ranger après sur son site internet en termes de contenu. Donc l'image, si vous voulez, ça va pour évidemment un site e-commerce, mais en général, ce qu'on va essayer, c'est de bien ranger chaque rubrique au bon endroit et chaque contenu dans la bonne rubrique. Donc l'image du rayon de supermarché, elle est pas mal parce que y a énormément de pages et de produits sur un site internet. Quand on a 50 pages, c'est pas vraiment un problème pour ranger les choses, c'est pas vraiment un problème pour faire du maillage, pour gérer de l'accessibilité vers tous les contenus. Mais quand ça se complique avec un catalogue produit où on a une grosse stratégie de content marketing, il va falloir structurer les choses. Et répondre à ce que vient de dire Clémence, c'est-à-dire que chaque objectif doit répondre à un mot-clé, chaque mot-clé doit répondre à une page. Et intellectuellement, il faut que vous raisonniez en couple mot-clé-page dès le départ. Si vous n'avez pas cette logique-là, vous n'allez pas avoir une ventilation claire de vos mots-clés sur le site web et vous allez probablement produire des pages qui ne correspondent pas aux intentions de recherche et à ce qu'attend Google à positionner dans les résultats. Donc voilà, on a résumé ça. Il y a une partie effectivement qui concerne plutôt une partie commerce, avec l'idée de tête de gondole comme dans le rayon de supermarché, c'est-à-dire que si je veux prioriser une page ou un produit, eh bien je le pousse le plus haut possible dans la navigation, de manière à pouvoir donner accès à cette information stratégique dès le plus haut niveau, dès la première expérience sur le site internet, que ce soit sur la page d'accueil ou une page profonde, de pouvoir rapidement accéder à cette information-là. Et de cette manière, on la priorise, et à l'inverse, on peut déprioriser. Quand on a affaire à... Alors moi, je vous donne un tip, quand vous avez affaire à des milliers de pages, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Et même si les choses ne sont pas très bien rangées, il y a quand même des solutions. D'ailleurs, Patrick Valibus maîtrise une de ces solutions, qui est l'obfuscation de liens, qui va permettre de prioriser justement les liens vers les pages que vous voulez vraiment mettre en avant sur les moteurs de recherche. Donc il y a des solutions aussi techniques qui vont permettre à répondre à ça. Et enfin, il y a le contenu qui ne sera pas dédié à votre site internet. Parce que votre site internet, il n'a pas forcément de l'impact sur toutes les thématiques. Et parfois, il vaut mieux passer par un site tiers qui, lui, a de l'autorité, qui, lui, est un cœur fort d'audience, qui, lui, va donner plus de légitimité, plus de crédibilité. Et donc, on va utiliser probablement un partenaire, un média, pour partager ce type de contenu et évidemment après ramener l'internaute par des liens vers le site internet. Voilà, donc maintenant d'un point de vue un peu plus technique, maintenant qu'on a défini l'objectif et qu'on sait comment ventiler les contenus sur le site web, on va voir qu'il faut quand même suivre une bonne structure de contenu. Donc vous avez deux possibilités, soit externaliser la rédaction de votre contenu, soit vous en charger. Mais dans le cas d'externalisation de la rédaction de vos contenus, vous avez quand même une grande part du contrat à remplir, c'est de donner un brief édito au rédacteur. Donc en clair, le brief édito, ça va être la notice de rédaction dans laquelle vous allez renseigner qui est votre entreprise, votre marque, même si le but du contenu n'est pas simplement de la notoriété.
Comme ça, le rédacteur pourra se renseigner sur votre site web, sur les contenus dans lesquels vous êtes cité, et bien s'imprégner de l'identité de votre entreprise et de votre marque pour mieux écrire sur votre marque. Il faudra également donc lui renseigner les besoins auxquels le contenu doit répondre, si c'est des besoins de SEO, des besoins de conversion, des besoins de branding, à quelle cible il doit s'adresser et dans quelle ligne éditoriale il doit s'inscrire, surtout si le contenu est destiné à être publié sur un autre site, et ce qu'il doit contenir, donc que ça soit un contexte sémantique, des backlinks, des visuels que vous souhaitez mettre en avant, et un bon mémotechnique pour penser à bien intégrer tous les éléments dans le brief, c'est le QQO-QCP. Donc le premier, c'est le quoi, donc de quoi devra parler le contenu, si c'est de votre marque, d'un produit ou d'un service, de l'expérience client que vous offrez. Le qui, ça sera la cible, donc le lectorat. Le où, ça sera la destination de publication de votre contenu, si c'est sur votre site web ou sur un autre site. Le quand, c'est le délai de livraison du contenu pour que ça rentre dans votre planning éditorial. Le comment, là, ça sera plus au niveau technique, pratique, donc comment intégrer les éléments, sur quel ton écrire, bien adapter la construction du contenu selon les visuels, les backlinks que vous voulez mettre en avant. Et enfin, le pourquoi, c'est l'objectif du contenu, ce à quoi il doit répondre. Donc, si c'est un objectif SEO, de conversion, de branding ou autre. Maintenant, je laisse Manon qui va vous donner des exemples un peu plus concrets sur des structures. Alors maintenant, on va voir quelques exemples pour rédiger des contenus utiles en fonction du type de contenu. On va commencer par la landing page. Ici, on met en avant la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est une méthode marketing qui est ancienne et qui permet en fait de guider l'internaute en 4 étapes jusqu'à l'action qu'on va souhaiter. Enfin, l'action qu'on va souhaiter de sa part. Donc, on va commencer par attirer son regard. On va directement parler de lui. Ici, l'exemple, vos clients vous trouvent-ils facilement sur Google ? Ça va permettre donc d'attirer son regard rapidement. Ensuite, on suscite son intérêt. On essaye de rentrer un peu dans le vif du sujet. Et enfin, on va lui apporter un peu de désir en lui disant on va pouvoir justement booster ta visibilité en répondant du coup à son besoin. Et très rapidement, hop, pour faire ça, il a juste à cliquer sur « Je veux une démo » et en 4 étapes, au-dessus de la ligne de flottaison, on va rapidement arriver à faire en sorte qu'il ait du coup l'action qu'on souhaite. Pour que la méthode AIDA elle soit réussie, il faut aussi que la landing page elle réponde à plusieurs critères. Donc on va avoir déjà une image qui doit être jolie, agréable à regarder, une page qui se charge rapidement. Comme sur toutes les pages de mon site internet, je vais travailler un seul objectif, un seul mot-clé sur ma landing page. Et on va donc axer toute la landing page sur cet objectif-là. Donc on fait attention à soigner son URL. Ensuite, en deuxième exemple, on peut prendre l'article de blog. Tout le monde fait des articles de blog parce que l'article de blog, il permet de mettre du contenu chaud sur son site. Et qui dit du contenu chaud dit un site qui est actualisé et donc des robots Google qui passent régulièrement. C'est important quand on fait un article de blog de se dire il faut penser à être régulier. Donc ça ne sert à rien de faire 6 articles de blog tout d'un coup et de ne plus avoir de temps pendant 2 mois. Il vaut mieux se dire je vais commencer doucement, je vais en faire 1, je vais en faire 2, mais je vais être régulier sur la durée. Pour qu'un article de blog soit considéré comme un article utile, on va penser à l'introduction, on va aussi penser à la conclusion. On va faire en sorte que l'article soit très naturel et qu'il apporte une vraie valeur ajoutée à nos lecteurs. Donc on retrouve la méthode QQO-QCP pour structurer le contenu. On va le titrer, on va sous-titrer, on va faire des paragraphes précis. On peut utiliser des vidéos, des listes à puces. On va optimiser le maillage interne entre mes pages catégories donc, de mon blog. Et aussi le maillage externe quand ça prend sens. On peut mettre des mots en évidence et toujours apprécier la date de rédaction, le nom du rédacteur. Pourquoi pas du coup le nom du rédacteur qui est cliquable et qui renvoie sur une fiche du rédacteur qui fait sa présentation. Le temps de lecture et les boutons donc, pour qu'ils puissent être partagés sur les réseaux sociaux. En troisième exemple, on a la fiche produit. Marc, est-ce que tu pourrais nous parler de quelques mots ? Merci Manon. Donc la fiche produit, c'est une page un peu particulière parce que ça peut représenter un gros volume. Et il y a quand même, là pour le coup, il y a des standards, encore une fois, à respecter. Et on va peut-être commencer par ce qui vous vient le moins à l'esprit en tant que rédacteur, mais c'est la partie de données structurées. C'est un peu l'ancêtre du web sémantique. C'est ces standards qui permettent de marquer des données. Et il y en a un en particulier que je nomme ici, mais il y en a 3 finalement qui sont des protocoles
qui sont, on va dire, validés par les moteurs de recherche. Celui que nous, on préfère utiliser, c'est schema.org. Donc c'est simplement un référentiel, il faut s'y conformer, mais ça permet d'indiquer, en particulier au moteur de recherche, un produit, le nom du produit, la marque du produit, dans quelle catégorie il évolue, éventuellement la couleur, les logos, les prix, les avis. C'est des données que vous ne verrez pas dans la fiche produit, mais qui peuvent ensuite être mises en valeur dans les résultats de moteurs de recherche. Donc c'est un plus qu'on peut obtenir dès le comportement de recherche dans Google. Et ce sont des données qui, de toute évidence, sont interprétées par les moteurs de recherche. Donc, une fiche produit, c'est un gabarit qui, normalement, est le même sur tout le catalogue produit. Vous allez travailler sur un pattern et on peut imaginer optimiser par évolution successive ce pattern, en faire bénéficier du coup l'ensemble des fiches produits. Il n'y a pas de nécessité à se jeter dans l'optimisation de toutes vos fiches produits, mais si on veut aller plus loin, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui peut être intéressant de développer pour les produits qu'on vend. Donc on vous donne quelques idées pour aller un petit peu plus loin qu'un simple H1 sur le nombre de produits et la marque éventuellement ou le prix, mais on peut de toute évidence déjà penser au alt texte de la vignette, des visuels de produits, ce qui est souvent complètement oublié alors que c'est un des standards HTML qui existe probablement depuis le début et qui est très fortement pris en compte par Google. Évidemment, je passe très vite sur la balise title et métadescription, mais là encore une fois, on a souvent des surprises quand on analyse un site web parce que ça a été soit négligé dès le départ, soit à un moment donné, ça a été complètement écrasé par une mise à jour. Et enfin, si on veut être plus dans l'édito, là, on va essayer de concevoir des choses un peu utiles qui contribuent à la vente, qu'on ne va pas forcément vouloir afficher par défaut. On peut utiliser un système d'accordéon, mais il va falloir être un peu loquace. Donc, on peut essayer d'imaginer déjà savoir en un clin d'œil ce que le produit peut promettre, hein, le côté attractif, le côté bénéfice. On peut aussi donner l'avis de l'expert. Alors ça demande évidemment d'être à chaque fois de faire un peu de recherche et puis de savoir qui va prendre en charge cette partie-là. Mais selon les thématiques, voilà, ça peut être le designer pour les chaussures, mais ça peut être aussi le bricoleur pour les produits évidemment de travaux et autres. Et enfin, si on est prêt à encore aller plus loin, on peut faire un peu plus être un peu plus prolixe, faire un peu plus de remplissage entre guillemets, ou de paraphrasage si vous voulez. Mais voilà, ça c'est la tendance un petit peu du SEO de vouloir forcer certains mots-clés, certaines sémantiques qui obligent à compléter avec des paragraphes que tout le monde ne va pas forcément juger utiles. Mais si ça marche pour le SEO, ma foi, ça peut être un bon investissement. FAQ, pareil. Peut-être qu'on va aller beaucoup plus loin, peut-être qu'on va même transformer la fiche produit vers un comportement plus informationnel, mais ça peut être une bonne pratique pour répondre à des enjeux sémantiques. Et la réflexion, c'est qu'avant la fiche produit, il y a aussi la page catégorie. Puisque les pages catégories, ce sont vraiment les pages nœuds. Tout à l'heure, j'ai évoqué la notion d'accessibilité. Quand vous avez un catalogue de plusieurs milliers de produits, si vous vous attaquez de la même manière, de manière complètement homogène sur tous les produits, ça peut représenter un gros travail si on le fait à la main. Et avant ça, il y a des pages catégories. Et si on se réfère aux grands sites marchands, souvent ce sont même des filtres sur les marques, des pages marques qui ont un gros potentiel de conversion, qui sont très porteuses en termes de vente et qui, déjà par nature, présentent une offre pertinente, puisqu'il y a un listing, il y a du choix, il y a du texte, il y a des images, il y a des halts sur les images. La structure, elle est normalement tout à fait SEO compatible. Mais on peut aussi dire, je vais aller un peu plus loin et je vais essayer de rajouter 3 lignes de texte en tétière, peut-être un peu plus avec un accordéon, et compléter un peu plus bas, parce que finalement j'ai utilisé tout l'espace que le designer m'a alloué. Peut-être un peu plus bas, je vais compléter avec un autre paragraphe. Le travail, évidemment, en termes de volumétrie, il est beaucoup plus accessible. Et puis on peut attaquer, encore une fois, catégorie après catégorie. Voilà, on peut l'organiser dans le temps.
pour en revenir à nos exemples, il nous en manquait 2. Là, on voit le publi rédactionnel, donc à ne pas confondre avec le publi reportage qu'on va voir juste après. Quand on prend un publi rédactionnel, on va chercher le trafic et la conversion. Ça va être des articles qui vont être informatifs. Le lien il va être inséré naturellement dans le texte, donc toujours pareil, le lien dofollow inséré donc naturellement. Côté lecteur, lui, il va devoir trouver dans ce texte une réponse à un besoin et à une question qui se pose. On ne fait pas ici la promotion d'une marque. Et du coup, l'annonceur, lui, il est cité un peu comme une expertise ou comme s'il apportait une solution du coup à un problème donné. Donc dans la to-do à droite, on retrouve donc notre lien SEO qui doit être cliquable et du coup en dofollow, et donc l'angle qui doit être aspect conseil ou journalistique. Et dans le dernier exemple qu'on a mis ici, on a donc le publi reportage. Lui, on va viser la notoriété, on va parler de la marque, de sa valeur ajoutée, de son savoir-faire, de son savoir-être, de ses services. Et là, le but, c'est vraiment de trouver un angle qui va mettre en valeur quelque chose de fort lié à la marque. Donc ça peut être un prix Nobel, une actualité, une innovation ou quelque chose qui fait que la marque, en ce moment-là, elle se démarque. Et du coup, l'éditeur a tout intérêt à parler d'elle. Le lecteur, ce qu'il va rechercher, c'est de pouvoir s'identifier à la marque et de pouvoir finalement y trouver en fait des avantages à cette marque pour cliquer du coup sur mon lien qui sera aussi en dofollow. Attention par contre, parce qu'on parle de notoriété dans l'article, alors c'est pour pas que ça fasse trop publicitaire, on va essayer du coup de mettre le lien pour qu'il soit pertinent, donc plutôt dans une citation par exemple, ou sinon il faudra privilégier du nofollow pour pas que ça fasse vraiment trop flaguer branding avec mon lien vraiment SEO. Alors là, c'était des exemples, on en a pris 7, il me semble, ou peut-être un peu moins. Il en existe d'autres, les pages FAQ, les guides, les livres blancs et plein d'autres qu'on peut aussi utiliser pour mettre sur son site et pour créer du contenu froid. Là, maintenant, on va voir les bons outils pour pouvoir justement créer ces contenus. Donc on a séparé les outils en 3 catégories, c'est plutôt 3 phases. On va avoir les outils qui vont nous permettre de créer un plan avant de commencer la rédaction. Donc ça va être de pouvoir définir nos mots-clés pour retrouver nos couples mots-clés et pages. Ensuite, on a les outils liés à la sémantique qui vont permettre de nous aider à créer du contenu, à l'enrichir pour passer devant les concurrents et faire mieux qu'eux. Et enfin, on va avoir des outils qui vont nous permettre de contrôler notre contenu une fois qu'il est en ligne. Donc les premiers outils, ça va être les outils pour analyser le positionnement des mots-clés. Admettons que du coup, je lance ma marque. L'idée, c'est de regarder ce qui se fait sur le marché, de regarder comment les concurrents se positionnent, de regarder comment sont travaillés leurs mots-clés, donc du coup, de quel mot-clé est associé à quel type de contenu, parce que le but, ça va être de faire mieux qu'eux. Donc, on va dresser à la suite, par exemple, un tableau Excel où on va associer une liste de mots-clés avec la façon qu'ont les concurrents de les travailler et de se dire, pour ce contenu-là, pour ce mot-clé-là, je vais créer une page de blog parce que c'est intéressant. Pour ce mot-clé-là, je vais plutôt créer une page fixe sur mon site parce que ça fait partie de mes mots-clés principaux. Et on va fonctionner comme ça jusqu'à avoir suffisamment de mots-clés pour permettre de commencer à alimenter notre site. Donc là, on a quelques outils incontournables. Alors moi, je ne les connais pas tous, mais on va avoir Elize pour analyser la structure de la page d'un concurrent, par exemple, et s'en inspirer. On va avoir SEMrush, Ubersuggest pour trouver des idées de mots-clés, Ahrefs pour analyser le positionnement des mots-clés et des pages et plein de choses. Et Sroo, je crois que c'est l'optimisation sémantique. Sroo, c'est un décryptage de la page de résultats de Google avec des données plutôt quantitatives et un peu qualitatives. Mais ça vous permet, encore une fois, une analyse, de savoir qui a fait le plus gros effort et de s'inspirer déjà des meilleures pratiques, sans avoir besoin évidemment d'analyser, parce que finalement, à la main, qu'est-ce qu'on fait? On analyse le code source, on analyse un peu la structure de la page, et on a besoin un peu d'éclater tous ces éléments de manière plus visuelle, de manière plus conforme à ce que le robot va analyser. Donc tout, c'est des outils comme Elize qui sont gratuits en plus, donc qui peuvent répondre à un besoin de contrôle très ciblé, de manière très rapide. Ça peut être un très bon réflexe. Les autres, Cocolize, moi je l'aime bien parce qu'en plus c'est une boîte, ils sont très sympas, ils sont à Valenciennes, ils sont en France, alors que les autres ne sont pas forcément en France, mais ils sont très costauds et finalement, Manon dit qu'elle ne les connaît pas tous, mais elle les connaît quasiment tous, puisqu'on les a tous dans nos outils. Et parfois, selon l'usage, on va privilégier un SEMrush. SEMrush, d'ailleurs, fait un décryptage sur les 4 grandes intentions de recherche
quand vous exportez, quand vous analysez un site, et en particulier ceux de vos concurrents, parce que c'est ça la force de ces outils, c'est de pouvoir comparer les concurrents entre eux, et puis le jour où vous serez à leur niveau, de vous comparer également sur les mêmes, on va dire, les mêmes bases. Donc voilà, bon, il n'y a peut-être pas une grande découverte pour tout le monde, mais certains sont pas forcément, sont un peu oubliés parce que ils ont peut-être pas fait suffisamment de marketing pour se faire connaître, et donc c'est l'occasion de les mettre en avant. Ensuite, on a mis en évidence les outils qui vont plutôt permettre d'améliorer notre sémantique. Donc là, ça y est, on a créé nos couples, mots-clés, pages, et on va se dire, bon, ben maintenant, il faut réaliser le contenu. Donc là, le but, ça va être de nous aider à guider la rédaction pour qu'elle soit la plus optimisée possible le plus rapide possible. Donc on va faire un bon brief, un bon plan, trouver des bons sujets, et c'est grâce à ces outils qu'on va pouvoir trouver de l'aide finalement, parce qu'ils vont nous donner des mots-clés à mettre dans notre contenu, comment les mettre, où les mettre, quelles questions poser pour que notre contenu soit plus riche, combien de mots il faudrait que notre contenu dispose comparé à ce qui existe déjà pour faire toujours mieux que les concurrents. Et donc faire en sorte que finalement le contenu soit mieux que ce qui existe déjà sur Internet pour pouvoir se positionner devant. Donc là, on a mis encore quelques outils. Ce qui est intéressant, c'est souvent les scoring. Ça nous donne une idée, avant que le contenu soit publié, de comment celui-ci pourrait se positionner. Et enfin, Marc, une fois que j'ai créé mon contenu et que je le mets en ligne, comment on peut le contrôler ? Alors, les mêmes outils que tu as cités en amont qui vont donner des idées, des plans pour construire justement ce plan éditorial et page à page. Et ces mêmes outils vont contrôler finalement votre score une fois que vous avez rédigé le contenu, votre score d'optimisation. Et c'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin. Encore une fois, le rédacteur, une fois qu'il est lancé, il est on va dire dans le rédactionnel. Clémence, elle pourra le dire de manière un petit peu plus neutre que moi, parce que moi je ne suis pas rédacteur d'une part, et je suis tellement conditionné par le SEO que je ne suis plus très objectif. Mais elle, qui n'a pas forcément l'usage des outils et qui sait avant tout rédiger, petit à petit, elle se met à utiliser l'outil, mais ce n'est pas forcément une fatalité pour un rédacteur. Voilà, donc il ne faut pas le prendre comme une déformation de votre métier, mais plutôt un guide et une aide de manière à ce que vous puissiez être autonome sur la garantie de la qualité du contenu que vous allez délivrer. Le Kill Duplicate, c'est un outil qui est connu de la communauté. C'est Paul Sanchez qui a sorti cet outil pour vérifier que l'unicité d'un contenu par rapport à ce qui se trouve déjà sur le web. Donc ça aussi, si on n'automatise pas avec des outils, c'est très compliqué de le vérifier à la main. Des outils de contrôle d'orthographe, pourquoi pas, on n'est pas à l'abri de faire une coquille. Voilà, même si ce n'est pas non plus une fatalité de laisser une coquille sur une page. Google ne donne pas un score au code parfait et au contenu parfait. Là, c'est une petite. Alors, c'est une notion aussi qui est pas toujours très maîtrisée, on va dire chez le rédacteur ou chez l'annonceur, mais c'est la cannibalisation. Et là, encore une fois, ça demande des outils. La cannibalisation, c'est quoi ? C'est plusieurs pages, au moins 2, sur votre site, qui se battent sur le même mot-clé. Et donc, vous créez une dispersion. De toute évidence, il vaut mieux en conserver une et concentrer tous les efforts sur la page qui est née pour se positionner. Donc il y a la Search Console qui permet de décrypter la cannibalisation. Ça se fait relativement facilement, mais c'est mot par mot. Donc vous pouvez aller dans les performances, faire un filtre sur un mot, regarder ensuite l'affichage par page et voir s'il y a 2-3 pages qui se battent avec des impressions significatives sur ce même mot. Et dans ce cas-là, la règle, c'est quoi ? Je vais optimiser celle que j'ai choisie et désoptimiser ou optimiser l'autre sur d'autres mots-clés. Et puis, il y a un outil là, qui permet de décrypter ça de manière beaucoup plus massive, qui se connecte à l'API Google Search Console, qui s'appelle Bing Metrics. Selon le projet que vous gérez, moi, je vous encourage à le tester. Ça coûte, je crois, $25 par mois. Et vous l'activez le premier mois, ensuite vous pensez à le désactiver, sinon ensuite vous serez prélevé tous les mois. Mais à $25, vous faites une analyse qui vaut quelques heures quand on doit la manipuler sur la Search Console.
Screaming Frog, bah, c'est l'outil que, on le mentionne, moi je crois que tous les e-commerçants ont au moins un Screaming Frog, il me semble. On peut, avec la version payante, le combiner à la Google Search Console. Et là, finalement, vous aurez une vision très rapide de ce qui est vraiment utile sur votre site. La question, c'est 5 minutes. La question, c'est évidemment après identifier. Vous verrez qu'il y a rapidement un gros paquet de pages qu'on peut considérer comme inutiles. Et la tendance aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je dois continuer à conserver tout ce contenu alors qu'il ne, manifestement, n'intéresse ni les utilisateurs, ni Google. Donc voilà, la tendance, c'est au moins à un moment donné aussi de se dire, il faut savoir jeter. Voilà, et pour terminer, donc, on va voir un peu les techniques qui sont plus ou moins récentes en termes de rédaction et de SEO. Donc la première, c'est l'intelligence artificielle, celle à côté de laquelle on ne peut pas passer. Et on a Laurent Jean qui nous a fait une petite démonstration vidéo d'une utilisation de l'outil Jasper. Donc voilà, ça vous donne un aperçu pour créer donc là un article de blog. Donc vous pouvez sélectionner le ton à utiliser, la cible à viser, le sujet qu'après vous pouvez un peu plus enrichir en vous sourçant, si je peux avancer, non. Voilà, la vidéo dure 10 minutes. Voilà, après en vous sourçant sur Google et en fait, au plus vous allez renseigner d'informations dans les requêtes sur le côté, au mieux le contenu qui sortira sera précis, pertinent et pourra répondre à vos attentes. Après, il faut quand même savoir, moi je l'utilise en tant que rédactrice plus pour m'inspirer au niveau des idées ou trouver des bases d'introduction, mais je retravaille toujours derrière parce que c'est vrai qu'il faut quand même une relecture humaine et vérifier quand même que le contenu qui sort soit bien compréhensible et écrit pour un lectorat. Voilà, donc là, hop, il va générer le contenu après le sourcing. C'est le fantasme absolu hein, de pouvoir cliquer sur un bouton. Et croyez-moi, depuis au moins un an, un peu plus, parce qu'il y a eu des évolutions fortes avec GPT-3, mais ça existait déjà avant. Il y a énormément de développeurs de SEO qui sont concentrés sur ce sujet-là en ce moment. Mais il n'y a pas de miracle, on a besoin encore de rédacteurs. Voilà, donc on vous laisse vous tourner vers Laurent si vous souhaitez plus de renseignements sur l'outil Jasper. Ensuite, donc en deuxième, si j'arrive. Voilà, en deuxième technique, donc il y a le texte à trous. Donc là, il y a simplement 2 variables à entrer qui va vous permettre en fait d'avoir plusieurs versions d'un même contenu et lui rendre un caractère un peu plus unique. Un peu plus développé que le texte à trous, ça sera le content spinning. Donc là, vous aurez toujours les variables qui feront modifier donc l'unicité du texte, mais vous avez également la structure du texte qui aura plusieurs options selon les variables. Donc là, vous pouvez créer vraiment un contenu très unique en partant d'une idée de base. Ensuite, donc là, une technique donc SEO qui est un peu plus black hat, c'est le texte blanc sur fond blanc. Donc là, c'est uniquement destiné au référencement, au SEO. C'est pour que le contenu soit vu par Google, mais pas par les internautes. Et enfin, la reformulation des contenus. Donc là, c'est partir d'un contenu existant et le passer dans un outil de reformulation, que ça soit du français au français ou du français dans plusieurs langues et repasser au français ou dans une autre langue. Et vous obtiendrez un contenu qui sera différent, modifié et qui aura son caractère unique par rapport au contenu de base. Donc on va terminer en se demandant, Google, dans tout ça, qu'est-ce qu'on doit en penser? Oui. Voilà, du coup, on a vu sur la fin des choses qui ne sont pas très glorieuses, mais qui marchent. Et c'est vrai que si on pose la question à Google, ça peut le troubler et ses réponses ne sont pas toujours très, très claires. Donc, a priori, même, ça fait quand même quelques mois qu'il dit qu'il est capable de détecter. Il a la puissance, je pense que les outils, il les a, la techno, il a. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de la déployer pour consommer de la ressource et chasser le SEO en permanence? Enfin, voilà, il a mieux à faire. Et puis, il a probablement pas forcément un retour sur investissement qui est évident. Tant que son modèle économique fonctionne, qu'il n'est pas menacé, il va laisser un peu couler. Donc, bon, il tourne un peu en bourrique. Par contre, il annonce des choses.
Bon, il annonce des choses, mais déjà il annonce que ce sera une première version qui sera suivie de nouvelles versions. Donc déjà la première version sur ce qui va permettre pour Google de juger ce qui est un contenu utile. On n'a pas beaucoup de recul, hein, Christophe. Hein, déjà en France, a priori rien ne se passe. Mais c'est déjà annoncé, un peu comme il y a un peu plus de 10 ans, à l'époque de Penguin et Panda, qui ont été suivis d'updates successifs jusqu'à ce que ce soit intégré à part entière dans l'algorithme. Donc voilà, c'est un effet d'annonce. Il faut savoir que Google, il ne s'exprime pas beaucoup. Quand il s'exprime, probablement il essaie de faire diversion. On peut aussi considérer que c'est ça. Le fond blanc sur fond blanc, ça ne vous pénalise pas aujourd'hui. Hein, c'est vraiment le truc des années 90. Donc, est-ce qu'il va vraiment être capable de tout détecter? Si on fait de l'IA, mais que derrière le rédacteur repasse dessus, a priori, il n'y a pas de moyen de détecter que c'est de l'IA. Mais si on fait purement de l'IA, c'est sûr qu'il y aura probablement des patterns. Il n'y a qu'à voir, des fois, il y a des sorties qui sont vraiment pas satisfaisantes. Donc on en est là aujourd'hui. Nous, notre parti pris, c'est quand même de travailler avec des vrais rédacteurs. Parce que, on l'a vu, il y a quand même plusieurs objectifs quand on fait un contenu. Et quand on veut travailler sur son audience, ou travailler avec un média qui va parler de vous pour travailler votre notoriété, c'est pas à Google qu'on s'adresse, c'est pas un robot, c'est une personne, et parfois ils sont hyper sévères dans la qualité du contenu, parce que voilà, ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi à leur audience. C'est juste leur fond de commerce, hein, leur contenu. Voilà. On en est là. Voilà, c'est terminé. Merci à tous.